Alors dans cette vidéo, je vais aborder deux concepts qui s'opposent mais qui se complètent et puis qui se pensent ensemble. C'est donc dans un premier temps le concept de servitude volontaire et dans un deuxième temps le concept de désobéissance civile. Le concept de servitude volontaire, pour être pragmatique, ça a pour but principalement d'aider les S6 à bien comprendre le cours sur la liberté, mais ce sera utile aussi à tous mes autres élèves pour réviser la notion de la liberté. Et le concept de désobéissance civile, là c'est davantage, mais pas seulement, hein, mais c'est davantage à destination donc des terminales ES 1 et 2, puisque en fait la désobéissance civile c'est l'objet de la dernière partie du cours sur la justice et le droit. Voilà pour fixer un petit peu le cadre. Après, ce sera utile à tout le monde. Et puis surtout, ça fera des rappels et des révisions pour la plupart d'entre vous. Alors, je commence avec le concept de servitude volontaire. On est d'accord que servitude volontaire, c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est-à-dire ce sont deux termes qu'on n'aurait jamais pensé à associer, à mettre ensemble. Le fondateur de ce concept, c'est Étienne de la Boétie, qui, à l'âge de 16 ans, a écrit le bien nommé discours sur la servitude volontaire. C'est un texte du XVIe siècle. Étienne de la Boétie, c'était un jeune homme érudit, issu de la bourgeoisie, qui s'est posé cette question toujours extrêmement d'actualité, ce qui fait que le texte est toujours d'actualité aussi. Comment se fait-il que dans les temps passés, aujourd'hui encore, à l'époque où il écrit, et nous on pourrait ajouter aujourd'hui encore à l'époque où on le lit, comment expliquer que tant d'hommes, tant de bourgs, comme il oui, pour le citer, tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul. Comment expliquer tout simplement que la tyrannie soit un système qui perdure dans le temps, alors que ses effets néfastes ont été démontrés, mais surtout, pour rendre ce discours plus contemporain, comment expliquer que nous soyons soumis à tout un tas de pratiques, à tout un tas de codes, à tout un tas de systèmes que nous ne remettons absolument pas en question, et qui conditionne la plupart de nos choix et la plupart de nos actions. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas simplement parler, comme la Boétie le fait lui, de la tyrannie, et donc de la servitude volontaire sur le plan politique. Moi, je vais aussi élargir un petit peu le propos et m'intéresser à la servitude volontaire qu'on va trouver en fait, dans tous les domaines, de la vie d'un individu. C'est-à-dire dans le monde du travail, dans le couple, la famille, sur le plan religieux, etc. Ce sera plus clair tout à l'heure, quand je viendrai précisément. Alors, je commence quand même avec la servitude volontaire telle que Étienne de la Boétie a cherché à la définir, donc sur le plan purement politique. Okay, lui, ce qui l'interrogeait et ce qu'il a cherché donc à essayer de comprendre, c'était le succès des tyrannies. Il le dit dans le texte, il dit qu'il y a 3 sortes de tyrans. Je cite le texte. Les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la force des armes, les autres encore par succession de leur famille. Alors ça renvoie, enfin c'est pas que ça renvoie, c'est plutôt que ça me fait penser à Max Weber, le sociologue et philosophe, qui, dans Le savant et le politique, qui est une œuvre du XXe siècle, hein, donc bien longtemps après la Boétie, a expliqué qu'il y avait 3 types de pouvoir. Il y a le pouvoir qu'il appelle traditionnel, c'est le pouvoir qui est transmis par les liens du sang. Alors c'était ainsi que se transmettait le pouvoir à l'époque de la dynastie des Bourbons. C'est ainsi que se transmet le pouvoir dans la famille royale anglaise, par exemple. Donc ça c'est le pouvoir traditionnel, transmis par les liens du sang. Ensuite il y a le pouvoir charismatique. Ça c'est ce que la Boétie appellerait le pouvoir qui est pris
par la force des armes. Enfin, vous allez voir, qui est pris, en fait, qui est donné par le peuple. Donc le pouvoir par la force des armes, ce serait ce que Max Weber appellerait le pouvoir charismatique. C'est-à-dire, en fait, celui que possèdent la plupart des chefs de guerre. On peut penser à Gengis Khan, mais plus récemment, on peut penser en fait à la plupart des dictatures d'Amérique latine du XXe siècle, dans lesquelles c'était très souvent des chefs de guerre qui ont été placés au pouvoir, qui ont pris le pouvoir, mais aussi qu'on a laissé prendre le pouvoir, qu'on a laissé faire, des juntes militaires notamment. Troisième type de pouvoir pour Max Weber, et ça renvoie donc à ce que la Boétie lui appelle le pouvoir par l'élection du peuple, c'est le pouvoir légal. Le pouvoir légal, c'est ainsi que l'appelle Max Weber, donc c'est celui en fait qui est donné, qui est remis par le vote, par les urnes. C'est ainsi que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, et c'est ainsi aujourd'hui qu'on donne le pouvoir en France au président de la République. Alors ce qui est important, c'est que... pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec Max Weber? Parce que Max Weber nous dit le seul de ces trois pouvoirs qui est légitime, c'est le pouvoir légal. C'est le pouvoir qui est donné par le peuple, après donc une élection en bonne et due forme, qui suit des règles qui sont par avance bien définies. Mais en fait, la Boétie ne serait pas tout à fait d'accord pour dire que ce pouvoir est nécessairement légitime. Justement, bien sûr, ni la Boétie ni Max Weber n'ont connu le Troisième Reich, mais le Troisième Reich, c'est justement l'exemple qui permet de démontrer que c'est pas parce qu'un pouvoir est remis légalement selon des règles démocratiques qu'il est nécessairement légitime après dans son exercice. Bref, il y a trois types donc de tyrans. Élection du peuple, force des armes, famille. Voilà les trois façons donc pour un tyran d'accéder au pouvoir. Ce qui est extrêmement important chez la Boétie, parce que c'est là en fait le sens de sa thèse, et c'est en fait ce que signifie servitude volontaire. C'est qu'en fait ce n'est pas le tyran qui prend le pouvoir, c'est le peuple qui abandonne sa liberté, c'est le peuple qui délaisse sa liberté. Plus ou moins consciemment. En fait, la plupart du temps, comment est-ce que ça se passe, enfin, comment ça s'est passé? Je cite là également le texte de la Boétie. Au commencement, on sert, contraint et vaincu par la force. Donc en effet, la plupart du temps, un peuple, une génération est forcée, contrainte de se mettre en état de servitude, d'abandonner sa liberté. Mais, je continue de citer, ceux qui viennent après, donc les générations suivantes, ceux qui viennent après, n'ayant jamais vu la liberté et ne sachant ce que c'est, servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C'est ça, en fait, la servitude volontaire pour Étienne de la Boétie. C'est lorsque le peuple continue de servir un tyran ou de servir un système, idéologique notamment, par oubli de la liberté. Mais le terme est très très important, le concept est très important, c'est vraiment un oubli de la liberté. Donc en fait, si on suit la chaîne chronologique, il y a d'abord abandon de la liberté par les premières générations, souvent par la force, souvent sous la contrainte, mais ensuite il y a oubli de la liberté et, c'est concomitant, il y a l'habitude de servir. L'habitude qui fait que on ne remet plus en question en fait le pouvoir. Parce que obéir est devenu naturel, en fait. Voilà, c'est devenu une habitude. Et comme toute habitude, ce n'est pas remis en question. Ce n'est pas, il n'y a pas de prise de conscience. La seule condition pour que les hommes soient libres, c'est qu'ils prennent conscience de ce qui les conditionne, de ce qui les détermine, de ce qui les empêche justement d'être libres. La servitude volontaire, c'est l'état d'inconscience. C'est le sommeil de la raison, c'est le sommeil de l'exercice de la réflexion, c'est le sommeil du jugement libre, c'est l'absence totale de recul sur sa condition. Donc la Boétie parle évidemment des tyrannies au sens politique, au sens premier du terme, mais moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on peut donc
adapter ce concept-là de servitude volontaire à d'autres plans que le plan simplement politique. Alors, où trouve-t-on des formes de servitude volontaire? On pourrait dire au travail, par exemple. Rien que le fait de travailler, aujourd'hui, c'est d'une certaine manière se conformer et obéir à un système capitaliste qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de devoir consommer autant. On n'a pas choisi finalement ces grands idéaux contemporains que sont la réussite financière, cette idée que la réussite personnelle ne peut passer que par le dépassement constant de soi et par le fait donc d'être un bon travailleur. Enfin, vous voyez, ce sont des choses qu'on n'a pas choisies. On les subit en fait, sans forcément en être conscient. Donc à titre personnel, je dirais qu'on peut parler de servitude volontaire des travailleurs à ce système capitaliste et consumériste qu'on n'a pas choisi, qui a été choisi avant nous. Et donc justement, les générations précédentes ont abandonné, elles ont bien voulu laisser faire ce système, elles ont bien voulu laisser le tyran petit à petit, tyran symbolique ici, mais elles ont bien voulu laisser ce tyran se mettre en place. Et nous, on ne fait que continuer de servir, docilement et un peu bêtement. Alors il y a cet exemple-là. On pourrait prendre l'exemple du système patriarcal, sans vouloir jouer la carte féministe de base, mais c'est une réalité. On peut dire de beaucoup de femmes qu'elles sont dans un état de servitude volontaire à partir du moment où elles se conforment à des codes, à des règles, à des desiderata de la part des hommes, mais pas seulement. Pour être tout à fait clair, prendre des exemples très précis. Une femme qui accepte par exemple dans une entreprise un certain code vestimentaire qui n'est pas du tout convenable physiquement, ça veut dire par exemple une femme qui accepte de porter des talons parce que son patron l'exige, alors que ça lui fait mal aux pieds et au dos, on peut parler d'une forme, certes minime, mais on peut parler d'une forme de servitude volontaire, à partir du moment où elle accepte de se conformer à ces codes-là, alors que, à bien y réfléchir, ça ne change rien à l'efficacité du travail d'avoir des talons ou des baskets en fait. Les codes dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, les jeunes par exemple de plus en plus sont influencés par les codes de la pornographie. Là aussi on voit une forme de servitude volontaire, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux oublient d'être à l'écoute principalement de leur partenaire. La plupart oublient d'avoir un jugement libre et se conforment à des codes et des principes qu'ils n'ont absolument pas choisis. On pourrait dire que c'est un grand système comme ça qui asservit, là pour le coup, la femme, mais aussi l'homme, bien sûr. Alors les exemples de servitude volontaire, c'est à vous, là je parle au S6, principalement c'est à vous de les trouver. Ça je vous ai demandé de le faire dans un exercice, de me donner, comme je viens de le faire, des exemples de servitude volontaire. Donc c'est-à-dire, pour être bien clair, des exemples où on va abandonner plus ou moins consciemment sa liberté et se conformer, obéir à un système qu'on ne cautionne pourtant pas, en fait, à bien y réfléchir. Faut bien comprendre que servitude volontaire, ça veut pas dire servitude de gaieté de cœur, ça veut pas dire qu'on prend plaisir à servir. C'est pas ça la servitude volontaire. Volontaire ici signifie qui a laissé faire, qui a laissé le pouvoir s'insinuer et prendre autant d'importance. C'est ça, d'accord, la servitude volontaire. Pour donner un dernier exemple, plutôt dans l'année sur France 5, la chaîne télé, il y a un documentaire qui a été proposé par l'excellente émission Le Monde en Face. Et c'était donc un documentaire sur les pervers narcissiques. Alors on en pense ce qu'on en veut, on peut ne pas croire à de
cette maladie. Enfin, on peut contester l'existence véritable de pervers narcissiques, on peut contester le fait que ce soit une maladie. Enfin bref, en tout cas, l'émission est très intéressante, et donc vous la retrouverez peut-être en replay, je pense que c'est encore possible, puisqu'elle a moins d'1 an. Donc, pervers narcissique, le monde en face, sur le site France TV, francetv.fr. Donc ce sont des femmes hein, qui parlent face caméra, qui sont donc interrogées et qui ont été victimes de pervers narcissiques, donc d'un conjoint. Ce ne sont que des femmes hein, qui prennent la parole dans l'émission, victimes d'un conjoint qui, petit à petit, mais sans nécessairement faire usage de la violence physique, qui petit à petit les ont donc rendues en état d'esclavage. Esclavage sur absolument tous les plans, hein, idéologique, sexuel, physique, enfin voilà, certaines disaient, enfin je me souviens d'une en particulier qui racontait que son conjoint lui avait petit à petit fait abandonner son travail en fait. Il avait réussi à la convaincre de façon assez sournoise qu'elle n'avait pas besoin de travailler, que sa place devait être à la maison, et en fait finalement un jour elle se réveille et puis elle se rend compte qu'elle a tout perdu et que elle passe ses journées à attendre le soir en fait, et qu'elle n'a plus aucun sens à sa vie. Une autre a prononcé dans le documentaire, une autre prononce vraiment le terme, justement le concept de servitude volontaire. Elle le dit. Je m'en suis rendu compte très tard, mais j'étais dans un état de servitude volontaire. Donc je ne me rendais pas compte que j'avais abandonné ma liberté dans les mains d'un homme, mais c'était bien ça. Donc ce qu'il faut comprendre avec la servitude volontaire, c'est que les premiers responsables, j'aurais dû commencer par là en fait, parce que c'est ça la thèse révolutionnaire de la Boétie, les responsables de la tyrannie, qu'elle soit politique ou plus symbolique, ce ne sont pas les tyrans. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ce ne sont pas les tyrans, ce sont ceux qui délaissent leur liberté, ce sont ceux qui donnent leur liberté. C'est eux les responsables de la tyrannie. Alors dites-vous qu'aujourd'hui cette thèse-là, elle peut être compréhensible, mais c'est une thèse qui est, à l'époque où la Boétie la propose, c'est une thèse qui n'est pas absolument pas commune, admise. Hein. Bon, même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui auraient du mal à accepter, enfin qui auraient besoin d'un bouc émissaire en fait, et qui auraient du mal à comprendre que lorsqu'il y a un système qui nous prive de liberté, eh ben ce sont d'abord ceux qui ont laissé ce système s'installer qui sont coupables, hein, et non pas ceux qui l'ont proposé en fait. Donc, enfin, je pense qu'en fait même aujourd'hui la thèse de la Boétie, elle sera pas forcément facilement acceptée. On aura souvent tendance en fait par honte, hein, je crois, par culpabilité, à rejeter la faute sur ceux qui semblent nous avoir privés de liberté. Alors que la faute, elle est clairement à rejeter sur nous. Alors comment sortir de cet état? Comment sortir de cette condition de servitude? Et bien justement, c'est là que la Boétie va donner, sans prononcer le concept, le terme, c'est là qu'il va donner comme solution la désobéissance civile. Donc là, ça va être l'objet donc de la deuxième partie de ma vidéo. Donc à suivre, je mets la suite en commentaire, mais sinon vous retrouvez sur ma chaîne la deuxième partie. Voilà. Donc la suite, c'est la désobéissance civile comme réponse à la servitude volontaire.